Bonjour tout le monde, on se retrouve sur un marché qui est en train de redescendre légèrement, 36 960 $ pour le Bitcoin. Rapidement sur le graphique, on a cette ligne de tendance que l'on observe visible depuis quand même un petit moment puisqu'elle est venue toucher de nombreuses fois le cours. Ici sur un graphique en daily sur les clôtures de chandelle, on voit que c'est assez précis. On est venu à nouveau le toucher là très récemment, donc c'était le 29 janvier, donc nous avions touché les 38 300 et là on a l'impression de repartir à la baisse sur cette ligne, à l'approche de cette ligne. Est-ce que cette fois-ci on va vraiment encore faire un plus bas? Est-ce qu'on va s'arrêter un peu avant pour enfin dessiner une structure qui pourrait indiquer un début de retournement sur le Bitcoin? C'est la question qu'on se pose. On va regarder un peu tout ça plus en détail aujourd'hui sur l'analyse du Bitcoin. On a un Ether qui se situe aux alentours des 2520 $. On a un Crypto Fear and Greed sur les 20. On maintient donc cette extrême peur sur le marché avec, regardez, deux touchettes ici sur les niveaux respectifs 10 et 11 ici sur le Crypto Fear and Greed. Ce sont des niveaux que l'on avait testés de nombreuses fois ici, 1, 2, 3, 4 fois lors de la phase baissière de 2021. Regardez, entre le mois de mai et le mois de juillet, il se trouve que effectivement à ce moment-là, c'était un des meilleurs moments pour investir puisque le Bitcoin est ensuite retourné sur les 67 000 $. Il a donc fait plus que x2 après avoir touché ces niveaux bas sur le Crypto Fear and Greed et sur le cours. C'est assez corrélé avec les niveaux pendant cette période. Regardez, juillet, mai, on est sur la même temporalité. Donc naturellement, on pourrait se poser la question de savoir si on n'est pas en train de poser un bottom ou du moins si on n'est pas en train de rentrer dans une phase un petit peu de latéralisation avant, pourquoi pas, un retournement de tendance sur le Bitcoin, en tout cas sur du court terme je parle, puisque la tendance long terme sur le Bitcoin, elle est plus ou moins en range, c'est-à-dire que là clairement on peut se mettre une sorte de rectangle, je vais vous le mettre comme ceci, qui établit le prix du Bitcoin depuis le mois de janvier 2021, c'est-à-dire qu'en janvier 2021 le Bitcoin valait 30 000 $, on a touché ensuite les 64 000 pour redescendre aux 30 000, pour toucher les 67 000, pour redescendre aux 33 000, peut-être qu'on va retracer légèrement un peu plus pour aller chercher le bas de ce range. On sait très bien que tous les scénarios ne sont pas à exclure. Je vous mets ici en haut à droite le lien d'une émission, ma précédente émission, où j'avais analysé le graphique du Bitcoin sur du beaucoup plus long terme. Et effectivement, selon les scénarios, que ce soit la fin ou non de ce cycle haussier, parce qu'on connaît des cycles à chaque fois entre les halvings du Bitcoin, eh bien on a une borne basse, on va dire, qui se positionne entre les 17 et les 25 000 $ grosso modo en fonction de la temporalité sur laquelle le cours pourrait revenir sur cette zone. Bien sûr, on ne peut pas être certain que cette zone sera touchée un jour ou l'autre et c'est pourquoi lorsque nous sommes en bear market, c'est-à-dire en phase baissière sur le marché en général du Bitcoin, eh bien on essaye de recharger sur plusieurs niveaux de palier de façon à lisser ses achats. Aujourd'hui, on est plutôt en période d'hésitation. On se demande bien sûr si le bull run est terminé, mais on sait que si ça n'est pas le cas, on a cette target supplémentaire à cet endroit-là qui se situe aux alentours des 80 à 90 000 $. Et par la suite, soit il y a une réelle euphorie et on vient de façon, on va dire, spéculative en bulle venir toucher les 100, 120 000, 130 000 $ pour derrière s'effondrer instantanément, soit on vient stabiliser sur cette zone pour ensuite revenir sur des niveaux de prix plus bas et enfin enclencher un réel bear market qui pourrait cette fois-ci nous ramener, comme je le disais, entre les 17 et les 30 000 $ en fonction de la temporalité. Bien évidemment, l'autre scénario envisageable serait que nous venions casser ce range qui est dessiné dans le rectangle vert à l'écran, que nous venions le casser par le bas et qu'effectivement ce soit une réelle fin de marché haussier pour le Bitcoin, avec un retour sur les 15-20 000 $ grosso modo, et pourquoi pas imaginer par la suite, regardez si on reprend le graphique ici, que le marché haussier s'enclenche à nouveau après le halving suivant qui aura lieu en 2024, comme c'était le cas les 3 fois précédentes. Malgré tout, en ce moment, il y a pas mal d'indications, notamment au travers du site Glassnode, qui nous sont données sur le fait qu'énormément finalement de gros portefeuilles en ce moment accumulent du Bitcoin. Regardez ici, vous avez deux graphiques superposés. L'un représente le nombre de bitcoins possédés par ces portefeuilles que l'on considère comme des whales, et vous avez en gris le prix du bitcoin tout simplement. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'effectivement, regardez, lors du crash entre le mois de mai et le mois de juillet 2021, nous avons eu
effectivement des personnes influentes. Là, on parle des gros portefeuilles, des baleines qui peuvent posséder de nombreux bitcoins. Ça peut être des grosses entreprises ou des institutions, à peu près n'importe qui tout simplement, qui sont susceptibles de posséder une telle quantité de bitcoin. Et bien derrière, regardez, on a la quantité de bitcoin sur ces portefeuilles qui augmente alors que le cours du bitcoin, lui, continue à descendre à ce moment-là. On a cette sorte de divergence entre les deux. Regardez, cette décorrélation entre les deux. C'est-à-dire que les gens accumulent, le bitcoin continue à descendre. Ce qui se passe, c'est que pendant cette période où le prix du bitcoin continue à descendre, il y a énormément de particuliers qui vendent à perte. Et à qui est-ce que ces particuliers vendent leur bitcoin à perte? Eh bien, ils les vendent à des personnes qui, eux, en revanche, en accumulent de très grosses quantités, tout simplement. Et derrière, qu'est-ce qu'il se passe? Le prix du bitcoin augmente avec finalement ces entités qui continuent à acheter du bitcoin. Et si on observe l'état de la superposition de ce graphique lors du sommet, donc ici le bitcoin, regardez, c'est le sommet, il a touché les 67 000 $, et bien là on voit que effectivement les gros portefeuilles, les baleines, avaient déjà bien sûr commencé à revendre leur bitcoin en assez grosse quantité, puisque regardez, on était revenu sur un point relativement bas ici. Et la question qu'on se pose, c'est à qui est-ce que ces bitcoins ont été vendus? Eh bien, à des particuliers, effectivement, qui étaient probablement en train de FOMO, d'acheter peut-être pour du long terme, et dans ces cas-là, ça va quand même, mais des particuliers qui étaient vraiment sur la peur de rater le train, la peur de voir un bitcoin à 150 000 $ 3 jours après, et qui, effectivement, achetaient ces bitcoins. La suite, on la connaît, le bitcoin crash, effectivement, et lorsqu'il revient sur des prix approximatifs aux alentours des 44 000 $, on a les baleines, les gros portefeuilles, qui commencent à accumuler à nouveau en masse du bitcoin. Il se trouve que derrière, le bitcoin continue de chuter, probablement dû également à tout ce qui est marché traditionnel et le SP500 qui a trouvé des points bas assez importants. Donc on a cette grosse divergence qui se dessine aujourd'hui, parce que plus on descend et plus les gros portefeuilles accumulent du bitcoin aujourd'hui. Cette divergence, elle est encore plus grosse que celle qu'on pouvait observer ici en mai 2021. Est-ce que ça va se traduire par un retournement de situation? Eh bien c'est la question qu'on se pose et on aura probablement la réponse lors des prochaines semaines. On retourne sur la map, on va regarder le Bitcoin rapidement en début d'émission parce qu'on l'a déjà pas mal passé jusqu'à maintenant. On va ensuite enchaîner avec l'Ether qui lui a une configuration graphique très intéressante par rapport au Bitcoin. On va regarder l'altcoin dominance et l'Ether par rapport au Bitcoin, on va comparer un petit peu les deux. Et ensuite on enchaînera avec quelques altcoins qui supportent pas très bien cette tendance de marché actuelle parce qu'elles ont des performances bien plus négatives que le Bitcoin en ce moment. Un Matic aujourd'hui qui se situe sur le 1,50$. Vous avez le Crow de Crypto.com sur les 41 centimes mais qui a pump assez récemment, au mois de septembre il me semble, en passant des 10 centimes au 1$ quasiment. Vous avez également le Link qui revient aussi également sur des niveaux pertinents aux alentours des 16-17$. Enfin, on va regarder tout ça, mais il est clair et net qu'on a des altcoins qui performent bien moins en ce moment que le Bitcoin et également moins que l'Ether. Et donc si vous, dans votre portefeuille, vous avez limité votre risque en ayant plus de Bitcoin, plus d'Ether et également des stablecoins pour acheter plus bas le marché, vous allez probablement avoir la possibilité d'échanger ces trois derniers actifs contre des altcoins sur des prix hyper intéressants à un moment donné, notamment si l'altcoin dominance revient sur cette ligne. Allez, on va enchaîner directement avec le début de l'émission. Pensez à l'abonnement, au like, à la petite cloche si vous aimez le contenu et que vous souhaitez ne pas manquer les émissions quotidiennes. Moi, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on débute rapidement avec le Bitcoin. On a effectivement cette ligne de tendance baissière qui est installée depuis le mois de novembre 2021 avec plusieurs touchettes à plusieurs reprises. Il y a forcément un moment où cette ligne va céder. La question c'est quand. Aujourd'hui, on a l'impression que le cours résiste à nouveau dessus. On imprime une bougie rouge actuellement, là en journalier. On voit également sur le RSI qu'en daily, donc là ici, chaque bougie représente une journée. On a fait un point bas ici aux alentours des 22 sur l'indice du RSI avec cet excès baissier aux alentours des 33 000 $. Et aujourd'hui, bien sûr, il est encore bien trop tôt pour savoir si effectivement nous avons touché un bottom ou non sur les 33 000, sur cette mèche d'excès ici aux 33 300 $. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours en dessous de cette ligne de tendance. Ce qu'on aimerait voir pour un retournement de situation, clairement, ça serait pourquoi pas un petit retour sur un point bas qui ne fait pas de nouveau plus bas. Ensuite, dans un premier temps, la cassure de cette trendline, vous voyez, et dans un second temps, la confirmation du W. Donc la trendline, vous la voyez, c'est la ligne oblique dessinée en blanc, et la confirmation du W, elle serait matérialisée si on vient casser ce niveau-là, tout simplement. Donc ça serait le deuxième niveau de confirmation. Malgré tout, il y a une chose qui pourrait nous faire penser qu'effectivement une dernière vague baissière pourrait se produire et que donc ce scénario effectivement de structure qui se dessinerait dès maintenant finalement ne se produise pas. Eh bien c'est le RSI. Effectivement, nous avons sur le RSI un nouveau plus bas et aucune divergence de dessinée à l'écran.
Pour que ce scénario se produise, il faudrait effectivement que le cours vienne chercher un point plus bas que le précédent. On va se mettre en droite pour matérialiser ça. On imaginerait finalement une clôture donc en journalier en dessous des 35 000 $. Donc un cours finalement qui continue de chuter, pourquoi pas au 34, au 33, au 32 000, au 31, peut-être plus bas, j'en sais rien, mais voilà, un nouveau plus bas grosso modo, c'est ça que je veux exprimer, en tout cas sur les clôtures de corps de chandelle, et un RSI qui lui en revanche cette fois-ci ne fait pas de plus bas, et là à ce moment-là on aura enfin cette divergence qui se dessinerait, et ça serait encore un point de confirmation supplémentaire pour nous dire que le retournement de tendance pourrait avoir lieu, à savoir que la divergence elle est effective uniquement lorsque l'on revient casser ce niveau-là, c'est-à-dire que sur le graphique, je vais vous dessiner le trait, voilà, casser ce point-là finalement, voilà. Tout simplement, lorsque le RSI reviendrait au-dessus des 38,40, grosso modo. Le cours à ce moment-là pourrait lui consolider, venir casser cette ligne de tendance, nous dessiner pourquoi pas une structure par la suite et avoir l'accumulation qui se produit, mais sur une période de temps plus longue. Alors bien sûr, si vous êtes investisseur, on le sait, il n'y a pas de règle miracle qui va vous permettre d'acheter du Bitcoin au meilleur prix, au meilleur moment sur un bottom, etc. Malgré tout, il y a quand même quelques règles indispensables à respecter selon moi, dont la principale reste de définir à l'avance ce que vous voulez faire de votre argent. Vous allez par exemple consacrer 10 000 € aux crypto-monnaies. Vous allez dire voilà, ma stratégie ça va être de mettre par exemple 50% dans le Bitcoin, 50% dans les altcoins. Je vais définir à l'avance un peu quels altcoins je vais vouloir acheter, je vais regarder leurs graphiques, je vais regarder les projets correspondants, les tokenomics, des choses comme ça. Et surtout, je vais me tenir à mon plan, c'est-à-dire que si par exemple, une semaine en particulier, je vois un altcoin qui prend 1000% et que c'est voilà, le seul qui performe de tous les altcoins et ça a l'air incroyable, ou finalement vous renseignez rapidement sur le projet, vous trouvez ça fabuleux, et n'investissez quand même pas sur ce token là, ou alors mettez vraiment une très très petite somme, peut-être on va dire 1% de vos 10 000 € par exemple, juste au cas où, voilà, pour vous passer l'envie d'en acheter finalement. Vous en avez un petit peu comme ça et vous êtes déjà content, mais quand vous avez une crypto qui fait 1000%, donc x 10 en une semaine, il faut absolument pas aller FOMO dessus et aller investir par exemple la moitié de son argent en espérant faire des gains, parce que c'est probablement quelque chose qui risque de retracer assez rapidement. Et donc à ce moment-là, il faut ensuite essayer d'élaborer un plan. Admettons que ce token vous voulez l'ajouter à votre liste, vous allez élaborer un plan pour l'obtenir. Vous allez par exemple, si vous avez une crypto qui fait ceci, à ce moment-là vous allez commencer à vous mettre un Fibo, vous allez vous tracer des lignes de tendance. Allez, on va faire par exemple cette ligne-ci, vous allez pouvoir vous tracer pourquoi pas une autre ligne de tendance comme ceci, vous allez pouvoir ensuite, pourquoi pas vous mettre un Fibonacci qui récupère cette dernière hausse, et vous allez voir à quoi correspondent finalement ces transitions. Vous avez cette ligne avec ici pourquoi pas le croisement avec les 38,2, donc ça peut être un niveau pertinent. Malgré tout, on sait que les 38,2 c'est un retracement assez faible et qu'on peut imaginer un retracement bien plus profond, même si ça se fait pas en une fois. Et derrière vous avez les 61,8, les 78,6, vous mettez des paliers, vous déterminez les différents prix d'achat, vous partez du principe que vous ne savez absolument pas jusqu'où le prix va descendre et que c'est la raison pour laquelle vous allez mettre plusieurs paliers pour en acquérir. Vous allez procéder de la même façon pour l'ensemble des actifs que vous voulez acquérir, et ça va vous permettre de lisser vos achats sur l'ensemble de vos actifs, d'investir petit à petit et pas forcément d'avoir l'ensemble de votre argent entièrement dans les cryptos dès le début, et plutôt de limiter son risque de cette façon et d'améliorer finalement son rendement également. Et il faut aussi partir du principe que personne n'est parfait, que vous allez élaborer un plan, vous allez peut-être pas sélectionner les meilleures crypto-monnaies, vous allez peut-être pas les acheter au meilleur prix, mais rien que le fait d'avoir élaboré un plan et d'avoir suivi votre plan va vous apporter quoi qu'il arrive de la satisfaction, parce que c'est ça qui va vous permettre finalement de prendre vos décisions, non pas sur des émotions que vous ressentez au fur et à mesure, jour le jour, mais vraiment au prix que vous étiez fixé pour acheter ces dernières. Alors, j'ai une question à vous poser, mais qu'est-ce que vous avez ressenti si vous êtes dans les cryptos, admettons, depuis 6 mois, 1 an, lorsque vous avez vu Solana exploser de cette façon ? Si vous regardiez tous les jours par exemple le classement des cryptos, vous étiez probablement en train de voir pendant cette période un Solana qui surperformait toutes les autres cryptos, même si on avait un Bitcoin qui avait pris de la valeur et un Ether, etc. aussi, mais Solana qui surperformait toutes les autres crypto-monnaies, notamment en passant de 20 $ à approximativement 260 $. Regardez d'ailleurs, si on regarde seul par rapport au Bitcoin, simplement pour matérialiser mon propos, on voit qu'également pendant cette période il a surperformé le Bitcoin, il a pris 500, quasiment 600% par rapport au Bitcoin, et donc par rapport au dollar, il a dû prendre encore plus, puisque le Bitcoin lui aussi montait pendant cette période, il a pris 800%, par rapport au dollar.
Et est-ce que pendant cette période, vous ressentiez cette nécessité d'avoir du Solana dans votre portefeuille? Parce que ça, moi, c'était mon cas, hein. C'est-à-dire que bon, j'en avais déjà dans mon portefeuille, j'en avais acheté une certaine quantité, mais c'était assez faible finalement par rapport à la totalité de mon portefeuille. Et quand j'ai vu cette hausse, je me suis dit, ben mince, j'aurais dû en acheter plus. Enfin, le genre d'émotion débile qu'on ressent à chaque fois quand on a une crypto-monnaie qui monte. Et donc si vous aussi c'était votre cas, eh bien en fait le raisonnement logique à avoir, moi comme je vous dis j'en avais acheté un peu, et donc le raisonnement logique que j'aurais dû avoir plutôt que de me dire eh bien peut-être que j'aurais dû en acheter plus, c'est dommage, je profite pas assez de la hausse, j'aurais dû me dire à la place eh bien c'est bien, finalement mon portefeuille de Solana a fortement évolué, peut-être que ça serait le moment de revendre. Et au lieu de penser à la revente de mon Solana en fait, mes émotions reprennent le dessus et me disent mince c'est dommage, t'aurais dû acheter plus de Solana. Et ça m'incitait en fait à garder mes Solana et à pas les revendre. Il se trouve que j'en ai revendu une petite partie quasiment sur des sommets parce que je voulais acheter d'autres crypto-monnaies et faire le vase communicant. Je regardais mon portefeuille, je me dis voilà, là quand même j'ai un peu trop de Solana par rapport au reste parce qu'il a quand même pris pas mal de valeur. Je vais en prélever un petit peu pour acheter une autre crypto-monnaie. Voilà, donc je vais enchaîner maintenant avec la suite. On va aller voir l'altcoin dominance, on va aller voir l'Ether par rapport au Bitcoin, on va aller voir une ou deux crypto-monnaies supplémentaires, notamment KNC de Kyber Network, hein, qui surperforme le Bitcoin ces derniers jours et qui par rapport au dollar se maintient plutôt bien, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi et peut-être pour certains d'entre vous, pour ceux qui participent au Launchpad Crystal, hein, que j'avais présenté en détail sur cette chaîne. Mais avant d'enchaîner avec tout ça, je vous montre un outil que je vous partage ici sur la chaîne. Donc c'est un outil qui va permettre de gérer vos investissements. Si vous avez plein de crypto-monnaies et que c'est réparti sur plein de plateformes centralisées, décentralisées, vous savez plus où vous en êtes, bah en fait ça va être assez intéressant pour vous parce que vous allez avoir le récap en temps réel de ce que vous possédez. Je dis en temps réel parce qu'en fait il y a un programme qui vient chercher le prix des crypto-monnaies en temps réel. C'est-à-dire que là tout ça c'est récupéré instantanément. Toutes les 3 minutes ça s'actualise. Donc le prix du Bitcoin est réel, hein, il se met à jour tout seul. Et regardez si j'ajoute par exemple une crypto-monnaie au hasard, par exemple Mana, automatiquement son prix va se mettre en dollars et en euros. Donc vous, ce que vous allez faire si vous décidez d'acquérir cet outil, vous allez ajouter toutes vos crypto-monnaies une à une, vous allez ensuite indiquer ce que vous possédez sur chacune de vos plateformes. Vous allez vous connecter par exemple à Binance, vous allez dire voilà j'ai tout ça sur Binance. Vous allez vous connecter à Coinbase, j'ai tout ça sur Coinbase. À votre Ledger, j'ai tout ça sur ma Ledger. Vous rentrez les quantités. Une fois que ça c'est fait, simplement le tableau va calculer, va faire avec des calculs basiques, hein, combien vous avez en dollars de chacune des cryptos, en euros, les pourcentages que ça représente. Donc sur ce portefeuille fictif, on voit qu'il y a beaucoup d'Ether. Je parlais tout à l'heure de vase communicant. Ça peut être judicieux, pourquoi pas, de revendre de l'Ether pour acheter d'autres crypto-monnaies. Donc le fait finalement de connaître le pourcentage que chaque crypto-monnaie représente dans notre portefeuille nous permet de prendre des fois les bonnes décisions vraiment et de se dire ah bah ça vraiment, par exemple admettons vous avez je vais dire n'importe quoi, du Aleph, admettons Aleph il fait x20 x30, peut-être qu'il va représenter d'un coup peut-être 10-15% du portefeuille. À ce moment là vous allez vous dire bah mince, je vais peut-être en revendre un peu pour acheter autre chose, pour rééquilibrer à 10 ou 5% le Aleph, surtout quand il est sur un sommet par exemple, pour rééquilibrer ça avec autre chose tout en gardant un peu au cas où si ça continue de performer, pour pouvoir rééquilibrer et réajuster votre portefeuille. Donc c'est des informations que je trouve indispensables réellement. Donc il y a pas mal d'autres fonctionnalités, je ne vais pas tout détailler aujourd'hui. Vous avez un onglet également où vous allez pouvoir mettre toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro, ce qui vous permettra de connaître les plus-values lorsque vous faites des sessions, vous vendez des crypto-monnaies par exemple, vous récupérez 1000 euros en vendant des crypto-monnaies, vous allez indiquer la valeur de votre portefeuille au moment de cette revente. Donc en fait c'est simplement la valeur qui est écrite ici en cellule D3, hein, 21 200, voilà, et automatiquement ça vous dit sur les 1000 euros que vous récupérez, vous avez 528 euros qui sont considérés comme plus-value. Et donc au niveau de l'imposition, de vos déclarations, etc., c'est ce chiffre qui va importer, ça va être finalement le montant sur lequel vous allez payer un pourcentage au niveau de l'imposition. Donc vous pouvez considérer cela comme une aide, vous aussi, pour faire vos déclarations d'imposition. À savoir que sous chacune des émissions que je produis, donc sous cette vidéo que vous êtes en train de visionner, vous allez avoir deux liens. Un premier pour obtenir le tableau, vous allez tomber sur le site de CryptOrganize pour effectuer une donation et vous aurez en contrepartie bien sûr cet outil d'investissement. Et vous avez un second lien qui vous amène sur une émission que j'avais faite où j'explique plus en détail l'outil d'investissement en question, hein. Donc n'hésitez pas également à y jeter un œil si vous voulez en savoir plus. Allez, c'est parti, je vais continuer directement avec la suite. Et je commence ici avec l'altcoin dominance. On est revenu sur des niveaux intermédiaires, on va dire au milieu de ce canal que l'on observe à l'écran. Ce qui est intéressant de savoir, bien sûr, hein, je le répète sur la chaîne, mais l'altcoin dominance, ça représente finalement la puissance des altcoins, donc toutes les autres crypto-monnaies qui ne sont pas le Bitcoin, la puissance de ces derniers par rapport au Bitcoin. Et donc, elles ont perdu de la valeur par rapport au Bitcoin ces dernières semaines. Voilà. Ici, ce qu'on peut faire également, c'est s'amuser à regarder en parallèle l'Ether
par rapport, donc là j'ai mon altcoin dominance à gauche, et à droite je vais regarder l'Ether par rapport au Bitcoin. Donc l'Ether, on le sait, il joue un rôle très important dans le graphique de l'altcoin dominance parce que c'est l'actif le plus capitalisé, c'est l'altcoin le plus capitalisé, et de loin en plus, hein. Donc bien sûr, il représente une part importante du graphique de gauche. Alors sur l'Ether par rapport au Bitcoin, j'ai matérialisé le même canal finalement. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que sur l'Ether par rapport au Bitcoin, on a touché finalement sur la mèche de la semaine dernière de façon assez précise cette ligne de tendance basse. Donc on peut estimer éventuellement que l'Ether, lui, ne va pas forcément retracer bien plus profondément, ou du moins si c'est le cas, on entre sur un scénario relativement bearish sur l'Ether, quelque chose que je n'envisage pas spécialement. Donc on est dans une configuration un peu différente des fois précédentes. Des fois précédentes, ici sur l'altcoin dominance, nous avions touché cette ligne de tendance basse, et c'était le cas également sur l'Ether, voilà, c'était la même période de temps, ici c'était le mois de juillet. Également à cet endroit-là sur l'Ether, nous avions touché et formé donc du coup cette ligne de tendance le 11 octobre. La même façon ici, regardez, le 11 octobre, pareil sur l'altcoin dominance, nous avons touché cette ligne-ci. Mais là on est dans un scénario un petit peu différent, qui pourrait nous laisser penser que peut-être ici au niveau de l'altcoin dominance, on ne revienne pas chercher cette ligne basse. J'émets bien sûr ici des hypothèses, hein. Je ne suis pas en train de vous dire ce qui va se passer puisque je n'en ai aucune idée. Malgré tout, c'est assez intéressant de voir que le contexte reste différent. La seconde hypothèse que l'on peut évoquer ici serait de dire que par exemple, on ait des altcoins qui continue de descendre, à l'exception de l'Ether qui lui commencerait à se stabiliser par rapport au Bitcoin, et qu'à ce moment-là, on ait une altcoin dominance qui continue à chuter. À ce moment-là, si jamais cette hypothèse et ce scénario se produit, eh bien vous auriez un Ether qui se stabilise, comme je le dis, par rapport au Bitcoin et qui donc subit les mêmes performances que ce dernier, c'est d'ailleurs le cas là sur ces dernières 24 heures, avec des altcoins qui eux font des performances bien plus négatives. On voit qu'également c'est le cas sur ces dernières 24 heures puisqu'on a plutôt entre moins 2 et moins 5% sur le reste du top 50 ici, et que à ce moment-là, si vous, dans votre portefeuille, vous avez du Bitcoin et de l'Ether, vous allez avoir probablement une occasion intéressante pour établir un vase communicant important. Et donc pourquoi pas échanger vos Bitcoins et vos Ethers contre d'autres altcoins lorsque nous toucherons, si ça arrive, ça reste une hypothèse, cette ligne de tendance basse ici sur l'altcoin dominance. Voilà, donc c'était une petite analyse rapide que je trouvais intéressante, c'est la raison pour laquelle je voulais vous la partager aujourd'hui. Je continue avec KNC, donc Kyber Network, le token de Kyber Network, qui est également un token que j'avais moi acquis pour pouvoir participer au Launchpad Crystal, qu'ils ont lancé il y a quelques mois maintenant. Il se trouve que effectivement j'avais pu acquérir ce token à un prix similaire au prix actuel. Il se trouve que derrière il a pas mal chuté pour toucher les 1,20$, et là il se reprend même très bien alors que le marché est baissier. Parce que regardez ici, quand on regarde KNC par rapport au Bitcoin, eh bien on a quand même pas mal de journées consécutifs dans le vert, et c'est très propre et très progressif. Et ce que je trouve intéressant sur cette crypto-monnaie, c'est qu'elle a performé, mais c'était en 2020, juillet 2020, donc c'était réellement avant que le Bitcoin fasse sa performance. Le Bitcoin valait 8000$ pendant cette période, vous le savez. Derrière, il a énormément chuté quand le Bitcoin, lui, a pris de la valeur, donc par rapport au Bitcoin, il a énormément chuté. Finalement, son prix par rapport au dollar est resté assez stable, et si on regarde, donc si on peut s'amuser à le faire, regardez, donc KNC USD, ici on va se mettre sur Binance, si on regarde son prix actuel, donc les 1,84$, et qu'on regarde son prix au mois de novembre 2021, lorsque le Bitcoin lui touchait les 67 000$, eh bien on est sur un prix similaire. Donc on est plutôt sur une stabilisation du marché, on est sur un token qui semble se reprendre par rapport au Bitcoin, mais qui se stabilise par rapport au dollar, qui n'a pas réellement effectué de surperformance courant de l'année 2021, alors que c'était l'euphorie sur les crypto-monnaies. Alors oui, il a touché les 4,20$ approximativement, mais on n'est pas sur quelque chose d'extrême. On l'a vu ça sur le graphique par rapport au Bitcoin juste avant. Et je vous en parle aujourd'hui parce que selon moi, ça reste quelque chose qui peut être intéressant pour diversifier, notamment une crypto-monnaie qui n'a pas performé en 2021 et qui pourrait le faire en 2022 comme certaines autres, dont je vais pas forcément parler aujourd'hui, mais pour lesquelles finalement on a une configuration similaire. On est sur un prix qui prend de la valeur sur un marché baissier aujourd'hui. On est sur les 1,85$. Est-ce que c'est pertinent de l'acheter maintenant ? Peut-être pas, peut-être qu'il va falloir à nouveau attendre un petit retour baissier ici, pourquoi pas au niveau, donc si on reprend simplement cette dernière petite hausse, on a cette ligne basse, regardez, l'idéal ça serait de l'acheter ici aux alentours des 1,20$, mais est-ce qu'on va y revenir? C'est moins sûr, donc se mettre par exemple des alertes sur les 1,45$, 1,32$, 1,54$ pour lisser ses achats, ça peut être pertinent, mais ça me semble vachement moins pertinent de l'acheter aujourd'hui sur les 1,80$, sachant que voilà, on est plutôt sur le haut d'un canal. Si on vient le casser cette fois-ci, peut-être qu'on aura un
un réel signal haussier pour une poursuite. Malgré tout, là, on est sur un niveau de résistance, il faut en rester conscient tout de même, ici sur Kyber Network, le token KNC. Alors, je voulais vous passer d'autres crypto-monnaies aujourd'hui, mais je ne vais pas avoir le temps finalement avec mon programme personnel. Mais sachez que je produis des émissions quotidiennes, il y en aura bien sûr une demain. Pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. Merci à tous de me suivre, de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes encore là. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain, salut tout le monde.